enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Dimanche 20 septembre de l'an 2020, fidèle ami internaute, bon réveil dominical avec l'invité. Ce dimanche, je reçois pour vous Lucide Kodjo. Il est administrateur des réseaux informatiques et télécoms. Il est membre fondateur du parti politique Bloc Républicain. Il est leader politique de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Dassazoumé, Savalou et Banté. Avec lui, nous allons parler de l'installation des structures décentralisées du Bloc Républicain avec l'OJBR et l'OFR, à savoir l'organisation des jeunes du Bloc Républicain et l'organisation des femmes républicaines. Il essayera de commenter l'actualité politique nationale de cette semaine, notamment la correspondance des 4 opposants au régime talon adressé au président français Emmanuel Macron et la volonté du professeur Joël Frédéric Aïvo de débattre avec le président Patrice Talon sur sa gouvernance. Lucide Kodjo nous donnera également son impression ou ses impressions sur la gouvernance talent avec en ligne de mire les progrès notés dans sa circonscription électorale et en fin d'émission, il nous donnera ses prévisions pour la présidentielle de 2021. Lucide Kodjo, bonjour. Bonjour, M. Cadet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, vous êtes un membre fondateur du Parti Bloc Républicain. Pourquoi avez-vous adhéré aux idéaux de ce parti politique? Merci beaucoup pour cette question. Parce que la plupart des gens pensent que nous avons adhéré à l'un ou l'autre des partis par convenance. Alors, le Bloc Républicain, quelle est la philosophie qui se cache derrière le Bloc Républicain? Il faudrait d'abord savoir que pour le Bloc Républicain, le développement du pays ne peut se faire sans les professions libérales. On ne peut pas aller à un niveau de développement si on ne mise pas sur ceux-là qui apportent une certaine richesse, une plus-value à l'économie. Et vous convenez avec moi que la grande partie de ceux qui exercent ces professions libérales ou le secteur privé apportent une part non négligeable à l'économie nationale. Étant moi-même acteur des professions libérales, étant dans le secteur privé, c'est par rapport, étant capitaliste si je peux dire, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai opté pour le Bloc Républicain. C'est pour ça que vous avez opté pour le Parti Bloc Républicain. Alors, est-ce que la façon dont le parti politique anime la vie politique, est-ce que cela vous agrée? Oui, bien sûr. La façon dont le Bloc Républicain anime la vie politique, de toute manière, c'est ensemble que nous avons défini cela. Il faudrait savoir que rien ne s'impose au niveau du Bloc Républicain. Toute action, déjà lorsque nous voulons mettre en place le Bloc, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale constitutive, tous les courants ont été entendus. Tous les partis politiques, les mouvements politiques qui se sont fusionnés, qui ont renoncé à leur identité personnelle pour se fondre et créer ce grand parti politique-là, ont été entendus. Les débats ont été ouverts et c'est ce que vous voyez là, c'est la synthèse. Donc déjà, je peux vous rassurer qu'au niveau du Bloc Républicain, il n'y a personne qui se lève un bon matin qui vous impose quelque chose. C'est toujours une synergie d'action. Donc nous sommes satisfaits
de la manière dont la vie politique est animée. Certes, il reste des choses à faire. Nous avons l'ambition d'aller plus loin. Mais pour le moment, nous sommes ouverts aux différentes critiques parce que ce sont ces critiques-là qui vont nous permettre de parfaire un peu ce qui est en train d'être fait. Oui. Alors, vous êtes jeune acteur politique. Il y a de cela quelques jours, plus d'une dizaine de jours, l'organisation des jeunes du Bloc républicain a vu le jour. Alors, dites-nous, autour de cette association, de cette organisation du Parti politique Bloc républicain, est-ce que cela va contribuer beaucoup plus à l'enracinement du parti politique? Oui, vous savez, lorsque il était question de voter l'achat des partis politiques, en son temps, le législateur avait prévu que, puisqu'il y avait beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements politiques, et comme ces mouvements devaient disparaître, il fallait trouver la manière de permettre aux gens de s'exprimer. Donc, il avait été convenu qu'au sein des grands partis, qu'il y aurait des courants qui allaient s'animer. Donc, et vous savez, la jeunesse, c'est un courant très important. Quand vous prenez la population électorale, je pense que la jeunesse fait une bonne partie de cette population-là. Donc, il fallait permettre aux jeunes de se retrouver au sein d'un creuset, de discuter entre eux afin de faire porter un peu leur voix au niveau des instances nationales du parti. Donc, c'est dans cette optique que l'organisation des jeunes du Bloc républicain a vu le jour pour permettre à nous jeunes du Bloc de nous retrouver entre jeunes, de discuter entre nous, de nous entendre sur un minimum et de dire maintenant aux instances nationales responsables du parti, nous aurions souhaité aller dans ce sens, nous aurions souhaité avoir telle chose. C'est dans cette optique-là. Alors, est-ce que tous les jeunes acteurs politiques du Bloc républicain sont membres de cette organisation? Oui, tous les jeunes acteurs politiques du Bloc républicain sont membres de cette organisation. Et à partir de quelle tranche d'âge, par exemple, on peut ne pas être membre de l'OJBR? J'aurais un peu de mal à vous répondre de façon précise sur l'âge. Parce que vous savez, il y a une chose, la jeunesse, c'est un esprit. Ce n'est pas l'âge qui vous confère, qui vous dit non, que vous êtes jeune, vous n'êtes pas jeune. Non, c'est un état. Si vous voulez, vous estimez que vous avez ce qu'il faut, vous avez l'énergie qu'il faut pour apporter un plus à votre parti et pas ricocher, un plus à la vie politique de votre pays, nous vous considérons comme jeunes. Comme on a l'habitude de le dire, la jeunesse est de 7 à 77 ans. Donc, j'aurais du mal à vous dire qu'il y a un âge fixe pour parler de ceux qui sont jeunes. Pour parler de ceux qui sont jeunes. Alors, et pour les femmes, puisqu'il y a également l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines, oui. Ça a vu le jour. Nous avons la coordonnatrice nationale, Mme Malimat Badarou, qui en est la coordonnatrice nationale. Oui. Alors, dites-nous, est-ce qu'il n'y aura pas de rivalité entre ces deux organisations? Non, il n'y aura pas de rivalité parce que, sans vouloir entre griffes rabaisser les femmes ont leurs problèmes qui sont différents des problèmes que les jeunes ont. Donc, il n'y aura pas de rivalité. C'est deux courants différents. Là-bas, vous avez les femmes, entre elles, qui généralement veulent apporter aussi leur grain de sel à l'animation de la vie politique. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on parle souvent de social, on pense souvent aux femmes. À des moments donnés, le parti devra prendre des décisions peut-être radicales. Il faudrait que, en ce moment-là, les femmes peuvent intervenir en ce moment-là pour essayer d'atténuer un peu la chose, ou bien pour nous permettre de voir la chose sous un autre angle. Donc, il n'y aura pas de rivalité entre les deux. De toute façon, avant que ces organisations ne soient formelles, ça a toujours été comme ça. Et je doute que vous preniez, même les partis traditionnels qui ont disparu, je doute que vous preniez un parti et qui vous dira que non, il n'y avait pas quelque part où les femmes se regroupaient, quelque part les jeunes se regroupaient, non. Donc cela relève en quelque sorte de la bienséance. Oui. De la bienséance selon vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui sont membres des deux organisations à la fois? Puisque de l'autre côté, c'est les jeunes, et également les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui sont jeunes également? Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Mais n'oubliez pas, ce ne sont pas des associations à part. Ce ne sont pas des mouvements à part. Ce sont des structures décentralisées. Ce sont des structures décentralisées du parti, du Bloc républicain. Donc, femmes, jeunes, nous sommes tous membres du Bloc républicain. Donc, il peut arriver que quelqu'un se retrouve au niveau des deux. Mais je pense qu'au niveau des instances de direction de ces courants-là, vous ne pouvez pas vous retrouver des deux côtés. Si vous êtes dans le bureau
de l'OFR, vous ne pouvez pas être au même moment dans le bureau de l'OJBR. Mais vous pouvez être membre bien sûr. de l'OFR, également sûr, membre de l'OFR, à condition que vous êtes femme. À condition que vous êtes femme, bien sûr. Alors, dites-nous, quelle sera la contribution de ces organisations dans l'émergence du parti politique? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des instances nationales du parti, ce n'est souvent pas évident de tout cerner. Et si ces courants-là n'existaient pas, le parti, les responsables du parti seraient peut-être amenés à prendre des décisions ou à poser des actions qui, peut-être dans un futur, vont se retourner contre le parti. Pas qu'ils le feraient sciemment, mais parce qu'en son temps, ils n'ont pas eu d'autres avis pour tenir compte de ça dans la balance. Donc, ces deux mouvements-là, ces deux courants qui existent au sein du bloc républicain vont permettre d'entendre autre chose. Vous savez, ceux qui dirigent le parti ne sont pas forcément en contact avec les populations de façon récurrente. Mais quand vous prenez les jeunes ou les femmes, c'est des gens qui sont souvent en contact avec les populations à la base, qui peuvent faire remonter des informations que les instances nationales n'ont pas. Et en ce moment-là, ils vont tenir compte de ces informations-là pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, ne doutez pas de ce que ces courants-là peuvent apporter. Et l'autre chose, le parti est tellement bien situé que si ces courants-là ne pouvaient rien apporter, on n'allait pas les mettre en place. On n'allait pas les mettre en place. Alors vous, Lucide Kodjo, vous êtes membre de l'OFR ou non, de l'OJBR. De l'OJBR, vous êtes membre de l'OJBR. Oui. Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements que nous avez apportés. Nous allons à présent parler un peu de l'actualité politique nationale. Vous avez suivi l'actualité de votre pays cette semaine. Il y a une correspondance de 4 opposants au régime Talon qui ont écrit au président Emmanuel Macron, l'appelant quand même à prendre ses responsabilités face à, selon eux, un recul démocratique. Alors dites-nous, selon vous, est-ce que la démarche, elle est bien séante et est-ce que, selon vous également, il y a effectivement recul démocratique au Bénin? Comme j'ai l'habitude de le dire, pour moi, c'est, excusez-moi le thème, mais c'est un non-événement. Parce que, en fait, on pense que pour être opposant, c'est être contre un régime. Non, ce n'est pas ça. Il faut que on comprenne les choses. Si je suis opposant, c'est que j'ai une autre manière de voir les choses par rapport à ceux qui sont actuellement au pouvoir. Nous sommes tous des Béninois. Nous voulons tous que le Béninois lambda ait le mieux-être. Nous voulons tous participer au développement de notre pays. Mais nous avons différentes manières de voir comment aboutir à là où nous voulons aller. D'accord? Donc, si ma manière est différente de la vôtre et que c'est vous qui êtes aux affaires actuellement, donc je dis je suis opposant à votre régime. Mais cela ne veut pas dire que si dans votre conduite, je constate qu'un certain nombre de choses est fait, qui vont là où je voulais aller, pas de la manière dont j'aurais préféré, mais qui vont là-bas, je dois pouvoir vous dire, oui, ça, je suis satisfait. Ça, c'est être un bon opposant, c'est ça. Un opposant, ce n'est pas celui qui dit non à tout. Celui qui dit non, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas ça. Ils ont le droit d'être opposants au régime, mais j'aurais voulu comprendre derrière leur démarche qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont écrit au président français pour demander de prendre ses responsabilités face à un recul de la démocratie au Bénin. Je pense que le Bénin n'est pas un département de la France, ni une ville de la France. Lorsque les Gilets jaunes étaient à couteau tiré, ou continuent toujours d'être à couteau tiré avec le président français, quel Français a écrit au président béninois pour demander de prendre ses responsabilités par rapport aux Gilets jaunes? Nous avons vu ce que ça a donné. Le président français était à quelques minutes d'une démission forcée par rapport à cette affaire de Gilets jaunes. Quel Français a écrit au président béninois? Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils écrivent au président français pour avoir quelle réponse en fait? Bon, oui, on a souvent l'habitude de dire qu'aucun régime ne peut se mettre en place sans la puissance coloniale qui est la France. C'est possible, on n'en sait rien. Mais je pense que s'il y a un régime qui a pu, à un moment donné ou à un autre, taper du poing sur la table, exiger un certain nombre de choses et réussir à les avoir, je pense que c'est le régime qui est en place. Nos biens culturels qui sont détenus par la France depuis des siècles, mais tous les présidents se sont suicidés. Lequel a réussi à négocier, à obtenir le retour? Mais je pense que le régime qui est là a réussi à le faire. Donc, je ne sais pas ce qui est derrière. Donc, la procédure, pour moi, elle est biaisée. Je ne sais pas ce qu'ils poursuivent et je ne sais pas ce qu'ils auront comme résultat. Bon. Maintenant, par rapport au recul de la démocratie,
De quoi on parle quand on parle de recul de la démocratie? Moi, je veux savoir. Parce que c'est un groupe de mots que tout le monde met. Selon vous, comment se porte la démocratie béninoise aujourd'hui? Sous le régime du président Taton, d'avril 2016 à ce jour, comment se porte la démocratie béninoise? Quand moi j'en parle, j'entends démocratie, c'est quoi? Ça dit, Si je on vois fait cas trois de pouvoirs. certaines choses dans la pouvoirs. correspondance. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Je pense que les trois pouvoirs sont installés. Est-ce qu'ils jouent convenablement leur rôle? Ils jouent convenablement. Est-ce que vous avez... Les lois ne sont pas... On parle votées? d'embrigadement du pouvoir judiciaire, on parle de contrôle du pouvoir législatif. Est-ce que... d'embrigadement du pouvoir judiciaire. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que pour ceux que je connais qui ont des ennuis judiciaires ou qui ont des dossiers à la justice, je pense que ça évolue très bien. Même s'ils ne sont d'aucun courant politique, hein, je pense que les audiences se tiennent normalement, les juges prennent leurs décisions en toute indépendance. Donc, je ne vois pas où est-ce que la justice est embrigadée. Maintenant, j'ai souvent l'habitude de dire une chose. Si vous ne voulez pas être questionné sur votre gestion, ne gérez pas. Si vous acceptez de gérer, même si c'est pendant un jour, sachez qu'un jour ou l'autre, on pourra vous demander des comptes sur votre gestion. Si vous ne voulez pas, ne prenez même pas la gestion. Bon, alors, est-ce que parce que je suis opposant, ou bien parce que je ne suis pas d'accord avec le pouvoir en place, mais que j'ai eu à gérer par le passé, je n'ai pas le droit de répondre de ma gestion? Moi, je veux bien comprendre cette affaire-là. Je pense qu'on doit rendre compte. Mais c'est indispensable. Mais nous le faisons dans nos maisons. Vous êtes chef de famille. Lorsque vous laissez, comment on appelle, la popote à votre épouse pour gérer, mais à un moment donné, vous ne demandez pas des comptes. Mais si vous laissez ce que vous êtes entendu, qui est censé faire 30 jours, au bout de 10 jours, vous dites c'est terminé, vous allez lui donner encore sans chercher à savoir ce qui s'est passé. Mais si nous faisons le truc à la maison, nous-mêmes, quand nous sortons l'argent de notre poche, nous le faisons. Pourquoi nous refusons de le faire quand nous gérons l'argent qui appartient à tout un pays? C'est pas possible. C'est pas normal, selon vous? C'est pas normal, c'est pas normal. Alors, dites-nous, à présent, Lucide Kodjo, nous avons également au cours de cette semaine une volonté du professeur Joël Frédéric Aïvo qui a été très virale sur la toile et a fait objet de commentaires de part et d'autre. Joël Aïvo qui souhaite un débat contradictoire avec le président Patrice Talon au sujet de sa gouvernance. D'abord, le professeur Frédéric Joël Aïvo est dans son rôle. N'oubliez pas que le professeur aspire à gouverner le pays. Et s'il aspire à gouverner le pays, c'est normal qu'il ne soit pas d'accord avec celui qui dirige actuellement le pays. Donc, je pense qu'il est parfaitement dans son rôle. Et demander un débat contradictoire ou un débat sur la gestion, je pense que le professeur devait faire un peu preuve de sagesse. Que le professeur attende, dans un premier temps, que le président Patrice Talon décide d'être candidat à sa succession et qu'il attende que les candidatures soient déposées au niveau de la Sénat, que la Sénat sorte la liste des candidats pour les élections présidentielles. Et en ce moment-là, qu'on lance la campagne électorale, et au cours de la campagne, il peut demander un débat contradictoire. Mais demander à un chef d'État en exercice qui a des responsabilités, qui a des engagements à tenir vis-à-vis de ces populations, de laisser ce qu'il a fait pour venir tenir un débat contradictoire, peut-être même qu'il ne sera même pas candidat, je ne vois pas l'intérêt. Vous ne voyez pas l'intérêt de ce débat. Alors, on parle de la gouvernance de Patrice Talon. Dites-nous, vous, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen béninois, d'avril 2016 à ce jour, que pouvez-vous retenir si nous vous êtes posé la question de savoir quel est le bilan que vous faites de la gouvernance du président Patrice Talon? Alors, le bilan de la gouvernance du président, vous savez, généralement, lorsque en 2016, lorsqu'il fallait faire le bilan, lorsqu'il fallait discuter, tenir des débats par rapport au bilan de la présidence IAI, ou en 2006, au sujet de la présidence Kélékou, on avait souvent de la facilité à le faire. Mais là, je vous avoue que c'est un peu difficile parce que, d'avril 2016 à ce jour, plusieurs domaines ont été embrasés, plusieurs chantiers ont été lancés, la plupart évoluent bien, certains sont terminés, des réformes ont été engagées et menées à terme. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Le président Patrice Talon a su trouver la manière, la méthode pour mettre tout le pays au travail. Et je pense que
les fruits de cette méthode-là, nous sommes en train de les voir. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans l'administration et entendre la fameuse phrase « il s'est levé ». Vous allez à 8 heures, il s'est levé, vous partez à 10 heures, il s'est toujours levé, à midi, il s'est levé, vous ne le voyez pas. Et à la fin du mois, il a son salaire, il a ses primes. Alors, aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Aujourd'hui, même les ministres sont à leur bureau à 8 heures. Et c'est d'abord lui qui donne cet exemple-là. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous retrouver dans les environs du carrefour de la Soneb entre 7h30 et 8h, vous le verrez toujours passer, à moins qu'il ne soit pas au pays. Donc je pense que si le chef est à son poste à 8h, les collaborateurs sont obligés aussi d'être là. Alors, si nous allons nous mettre à faire le point du bilan, je ne sais pas si on va quitter ici aujourd'hui. Vous ne savez pas si on va quitter ici, mais je vais vous faire un peu plus... Je vais vous revoir un peu l'étau, pour resserrer un peu l'étau, pour dire, lorsqu'on prend votre séquence électorale, la 9e, hein, qui comprend les communes de Dessasoumé, Saval, Bantais, qu'est-ce qui a été fait dans ces communes-là durant 4 ans, ces 4 années? La première chose qui frappe à l'œil tout de suite, c'est d'abord la réhabilitation complète de la route d'Assa, Savalou, Bantais, qui doit aller jusqu'à Djougou. Actuellement, je crois qu'ils sont après, au niveau de Bassila, je crois. Parce que j'ai emprunté cette route-là pas plus tard que le dimanche passé. Et je peux vous dire que c'est un de bonnes voies. Et quand vous voyez la qualité de la voie qui a été faite, et quand on se projette dans un passé récent, hein, ce que je dis, c'était déjà en 2017. En 2017, sur cette voie-là, c'était un calvaire. C'était un calvaire. En principe, actuellement, pour quitter Dassa pour Savalou, vous faites moins de 30 minutes. De Savalou à Bantais, c'est la même chose. Mais en 2017, là, je vous assure tout, c'était un calvaire. Hein. C'est un véritable calvaire. Alors, il y a la route. Mais les populations nous disent, et même les opposants clament qu'on ne va pas manger la route. Est-ce qu'en dehors de la route, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont été posées? D'accord, on ne va pas manger la route, je suis d'accord. Mais est-ce que vous savez que Bantais a plein de bas-fonds, par exemple, qui sont actuellement en train d'être aménagés pour produire du riz en quantité? Bon, si ce riz est produit, d'accord, dites-moi, s'il n'y a pas l'infrastructure routière qu'il faut, on va ramener ça des champs de quelle manière? Si la route est en mauvais état, qu'on appuie les producteurs qui produisent le riz en quantité suffisante, on en a suffisamment au niveau national, au point où on peut même exporter ça. Mais aujourd'hui, le Bénin, quand vous allez sur le marché, les riz importés coûtent moins cher que le riz local. Ou bien? Mais vous trouvez que c'est bien? Bon, nous ne voulons pas. Aujourd'hui, on dit que oui, le président Patrice Talon tire sur les impôts. Écoutez, ce n'est pas sur le président Patrice Talon que le Bénin est devenu un pays fiscal. Le Bénin a toujours été un pays essentiellement fiscal. Mais si nous voulons construire le pays, nous voulons développer le pays, nous ne pouvons que nous baser sur la fiscalité. Est-ce que nous allons faire ça à long terme? Nous allons continuer de serrer à long terme? Non. À un moment donné, il faut desserrer. Et pour desserrer, c'est qu'il faut créer de la richesse. Il faut avoir d'autres choses à vendre dehors. Il faut exporter d'autres choses. Avant d'exporter quelque chose, on suppose que c'est que vous en avez en quantité suffisante. Mais si vous produisez, on produit le coton. Aujourd'hui, sous le président Talon, le Bénin est devenu le premier producteur dans la sous-région du coton. D'accord. Mais si tout ce coton qui est produit, il n'y a pas l'infrastructure routière qu'il faut pour ramener ça, à quoi ça sert de produire autant? Parce que s'il a un mauvais état, ça ne vient pas à temps, ou bien en cours de route, les camions se renversent. Ça enrhume le processus. Ça enrhume le processus. En ce moment-là, ça servait à quoi de produire autant? Et la production, ce n'est pas de la magie. C'est un investissement que le gouvernement fait à un moment donné. Et quand ça sort, il faut ramener, il faut vendre pour rentrer dans l'investissement, dégager le bénéfice pour continuer, prendre le bénéfice pour construire le pays. Alors, en dehors des bas-fonds qui sont aménagés à Bantais, qu'est-ce que les populations ont bénéficié en 4 ans dans cette circonscription électorale? Vous avez parlé de la route, vous avez parlé du bas-fond pour la production, l'aménagement du bas-fond pour la production du riz. Oui. Oui. Est-ce que rien n'a été fait sur le plan énergétique, sur le plan de l'accès à l'eau potable? Vous savez, il y a des communes, il y a des arrondissements qui n'ont jamais vu la lumière. En 2016, je me rappelle en 2016,
lors des campagnes, on était allé dans ce qu'on appelle hameau, c'est-à-dire on a arrondissement, on a quartier, on a village, on a les hameaux. On était allé et ils n'ont jamais vu la lumière. Ils n'ont jamais vu l'eau. L'eau Ils ne connaissent claire. ni l'eau, ni... Ils n'ont jamais vu l'eau claire. Ils ont l'habitude de prendre les cours d'eau là pour faire leurs besoins, les lessives. C'est même ça qu'ils consommaient. Et on avait fait parvenir un camion de forage en son temps qui avait foré et l'eau était sortie. J'ai vu des Le camion de forage, c'est sous Patrice Talon ou sous le régime précédent? Non, c'était sous le régime précédent, parce que c'était en pleine campagne. Donc, on avait lorsque l'eau est sortie, on a vu des gens couler des larmes. C'est-à-dire, celui dont je parle, c'est un vieux de près de 80 ans. Il est né là, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu l'eau blanche. Il n'a pas vu la lumière. Aujourd'hui, avec les travaux de l'ABEM, la lumière a été apportée dans les zones qui n'ont jamais espéré voir la lumière. Là, ce n'est pas seulement dans la 9e, même dans la 10e, parce que le département des collines, ça fait 2 circonscriptions électorales. Dans la 9e, Dassa Savalou Banté, la 10e, qui est Glazoué, Savé-Wessé. Que ce soit à Glazoué, que ce soit à Savalou, que ce soit à Banté, que ce soit à Dassa, on a apporté la lumière dans ces zones-là. La plupart de ces zones-là ont été électrifiées. Le système d'adduction d'eau villageoise a été mis en place et a été revu entièrement, pratiquement dans tous les départements des collines. Ça, c'est sous le président Patrice Talon que cela a été fait. Et c'est un peu partout d'ailleurs, si vous me permettez même de sortir du département, pour avoir exercé au niveau du ministère de l'eau en son temps, c'était sous le régime précédent, je peux vous assurer qu'il y avait un projet qui nous tenait à cœur en son temps. PPA2? Non, on est venu après le scandale PPA2. Oui. Mais il y a un projet qui nous tenait à cœur, c'était la reprise du système de canalisation, de distribution d'eau de la ville de Cotonou. Parce que lorsque votre maison a un souci, on est obligé, en son temps, on était obligé de couper toute votre zone avant d'intervenir chez vous. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et vous savez comment cela s'est fait? Cela s'est fait au même moment que le projet asphaltage. C'est-à-dire, on a profité, le gouvernement a profité du projet asphaltage pour régler ce problème-là, par exemple. Où pratiquement tous les endroits de Cotonou où vous avez le projet asphaltage, vous allez, avant qu'on ne pose le bitume, le système a été entièrement repris. Les canalisations ont été entièrement changées. Et maintenant, lorsque vous entrez dans une rue, peut-être le point de regroupement est au niveau de l'aile gauche pour tout le monde. Donc, quand il y a un souci, il fallait aller là. Et là, quand on coupe là, personne n'a l'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand vous prenez l'aile gauche, il y a son système. Vous prenez l'aile droite d'une rue, il a son système. Et c'est maillé de telle manière que quand vous avez un souci désormais, il suffit juste de couper votre ligne, on vous règle votre problème. C'est une véritable avancée. Alors, vous étiez en train de parler du projet asphaltage. Est-ce que les communes comme Dassa, Zoumé, Savalou, Banté, Glazoué, Wessé, est-ce que ces communes-là n'ont pas bénéficié du projet asphaltage? Ou bien ce n'est pas encore dans cette première phase? Non, le projet asphaltage, je pense que le projet asphaltage prend en compte d'abord les 3 villages statuts particuliers et quelques communes. La commune de Dassa en a bénéficié. La commune de Savalou aussi en a bénéficié. La commune de Banté, je ne saurais vous le dire avec précision. Parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai été là-bas. Mais Dassa, Savalou ont bénéficié de l'asphaltage. Est-ce qu'ils ont bénéficié de parties, de portions de routes assez considérables ou bien ce ne sont que quelques ruelles qui ont bénéficié de cela? Non, vous savez, pour sélectionner les ruelles qui doivent bénéficier de la première phase du projet asphaltage, on tient compte de l'utilisation et des zones que ces ruelles desservent, de ce que ça peut apporter sur un plan économique, surtout. N'oubliez pas que dans ces régions, la première activité, c'est l'agriculture. Donc, toutes les rues
qui sont censés ramener les vivres, les produits cultivés vers le centre-ville, soit bénéficient de l'asphaltage ou de ce qu'on appelle du réaménagement des pistes rurales en son temps. C'est-à-dire après, lorsque c'est la période de la récolte, lorsque la récolte est terminée, il y a ce projet-là qui existait déjà, qui a été mieux réorganisé, qui permet de recharger ces voies-là pour permettre à ce que les vivres viennent au centre-ville. Au centre-ville. Alors, Lucide Kodjo, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous sommes... Oui. Si vous permettez, Oui. il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Oui. Dans le département des collines, dont le département a bénéficié, comme d'autres villes, bien sûr, c'est la réhabilitation complète des marchés. Est-ce que vous savez que le marché de Glazoué est le deuxième marché le plus important du Bénin après celui de Dantopa? Non, vous ne savez pas, par exemple. Le marché de Glazoué actuellement est Vous me portez l'information. pleine reconstruction. Il ne s'agit pas de réhabilitation. C'est une reconstruction complète. La reconstruction du À marché. l'image des marchés qui sont en train d'être construits, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Boumé, que ce soit à Boïcon, même à Djougou. J'étais à Djougou. Quand vous voyez le marché est complètement détruit, c'est en pleine reconstruction et que vous voyez la maquette, vous vous demandez mais, quelle vision. Est-ce que ce sont nos parents véritablement qui iront vendre dans ces marchés? Vraiment, On est étonné, vraiment. on est surpris. On est surpris. Il ne s'agit pas de casser deux murs et de repeindre, non. Il s'agit de détruire complètement et de reconstruire. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Cela est l'actif du régime du président Patrice Talon. Alors, un régime qui a entamé des actions que vous avez citées tout à l'heure et que vous dites que vous ne pouvez pas tout énumérer au cours de cette émission. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Déjà, de part et d'autre, les tractations politiques s'effectuent pour que cette présidentielle ait lieu. La liste électorale permanente informatisée est en cours d'actualisation. Quels sont vos désirs pour cette élection, ce grand rendez-vous? Mon désir pour ce grand rendez-vous est que ça se passe comme d'habitude. Vous savez, à la veille de chaque élection présidentielle au Bénin, ça va un peu dans tous les sens. On est inquiet, mais au final, ça se passe toujours bien. Alors je souhaite que ça se passe comme les années antérieures de la même manière. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Que ceux qui veulent, ceux qui aspirent à diriger le Bénin, se mettre dans la peau, parce que vous savez, il y a quelque chose que nous ignorons souvent. La fonction présidentielle est la fonction la plus solitaire au monde. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas dire même à votre épouse. Et c'est aussi l'une des fonctions les plus difficiles. Donc, alors, il ne faut pas se lever un beau matin pour dire je veux être président. Et c'est pour éviter ça que la loi électorale a été modifiée en son temps pour éviter que les gens se lèvent. Vous savez, certains déposent leur candidature pour donner du poids à leur CV. Certains le font. Il faut qu'on arrive à décourager ça. C'est pour ça que la loi a été modifiée en son temps, pour que le président de la République soit porté par les politiques. Parce que lorsque vous devenez président, je vous assure qu'il vous sera impossible de diriger un pays sans les politiques. Et si vous-même, vous n'êtes pas un peu politique, les politiques vont vous emmener là où ils veulent. De 2006 à 2011, les réformes que le président Yahya avait initiées en son temps, je pense qu'il était dans la même logique que le président Patrice Talon aujourd'hui. Remettre, on parlait de changement. Changement, refondation. La refondation, c'était en 2011. Mais de 2006, c'était le changement. Le changement, oui. Et on voulait que le Béninois se mette au travail. On voulait que la corruption disparaisse au maximum. Et il était parti sur cette base-là. C'est dans cette logique qu'il était. Et à partir de 2011, le président Yahya s'est laissé diriger par les politiques. Lui-même n'étant pas politique, les politiques l'ont amené là où il voulait. À un moment donné, je vais dire qu'il a conduit dans le décor en quelque sorte. Dans tous les sens. Donc il faudrait que le prochain président soit forcément issu des politiques pour pouvoir aller vraiment conduire le Bénin là où
on veut aller quoi. Voilà, mais nous sommes à la veille de cette élection présidentielle. Patrice Talon a fait ce que vous avez dit. Tout à l'heure, il continue de le faire puisque son mandat n'est pas encore fini. L'homme a eu à promettre faire un mandat unique parce qu'il était porteur d'une réforme de mandat unique, une réforme qui a connu un échec lors de la révision constitutionnelle au niveau du Parlement. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent que le mandat unique est toujours d'actualité ou pas? Est-ce que le mandat unique est toujours d'actualité? Nous n'avons qu'une seule Bible, c'est la Constitution. Elle n'a pas prévu de mandat unique. Et donc pour vous, Patrice Talon, est-ce qu'il peut se représenter ou bien il doit se représenter selon vous? Il a le droit de se représenter. La Constitution lui donne le droit de se présenter parce que la Constitution a dit un mandat unique renouvelable une seule fois. Et on a ajouté dans la Constitution actuellement, en aucun cas, nul ne peut faire de sa vie plus de 2 mandats. Donc, il a le droit de se représenter. J'estime, pour ma part, qu'il doit se représenter. Parce que, vous savez, nous n'avons pas tous le même aura, comme on le dit. Nous n'avons pas tous la même aptitude à mobiliser les ressources. D'accord? Si actuellement c'est lui qui est là, il a su mobiliser les ressources, il a su se donner les moyens de sa politique. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul éléphant blanc de 2016 à maintenant. Il n'y a pas un seul éléphant blanc. Il n'y a pas un seul truc qui a été lancé et par manque de financement est resté comme ça. Ça n'existe pas. Donc, le problème c'est quoi? Ce n'est pas terminé. Il y a des chantiers toujours en cours. Donc pour vous, il faut qu'ils reviennent pour poursuivre. Il faut bien qu'ils reviennent pour pouvoir achever cela. Parce que s'ils ne revenaient pas et que celui qui venait ne trouvait pas les moyens de mobiliser les ressources pour aller dans ce sens, nous allons assister à quoi? Plein de chantiers inachevés dans le pays. Alors, dernière question, avant de faire le point de ce que vous avez eu à dire ce matin. Vous êtes administrateur des réseaux informatiques et télécoms. Pour ceux qui nous suivent en ce moment et qui ne comprennent pas véritablement ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Les réseaux informatiques et télécoms, c'est tout ce qui permet, vous et moi, nous communiquons, nous échangeons. Bon, c'est de la même manière avec les ordinateurs. Donc, tous les outils, toutes les infrastructures qu'il faut pour permettre aux ordinateurs d'échanger entre eux, c'est ça que nous appelons réseau informatique. Donc, nous mettons en place les solutions qu'il faut pour assurer aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une structure qui n'utilise pas un ordinateur ou 2 ordinateurs qui sont en réseau. Donc, nous mettons en place les solutions qu'il faut pour permettre aux entreprises d'avoir un bon réseau, un réseau fiable et surtout sécurisé. Parce que n'oubliez pas que la cybercriminalité est devenue monnaie courante dans notre pays. Donc, une chose est de mettre en place un réseau pour une entreprise, mais il faut s'assurer que du dehors, quelqu'un ne puisse pas accéder à ce réseau pour sécuriser les données. Voilà. Merci à vous, Lucide Kodjo. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité est fier d'appartenir au parti politique Bloc républicain, car il y a au sein de cette formation politique la démocratie en toute entreprise et la formation politique est bien structurée. Il a vanté à l'entame de cette émission les mérites de la réforme du système partisan qui promeut les courants d'idées. Tous les jeunes acteurs du BR sont membres de l'OJBR, a-t-il laissé entendre. Il a également dit que la jeunesse est un état d'esprit. Il n'y a pas de rivalité entre l'OJBR, l'organisation des jeunes du Bloc républicain, et l'OFR, l'organisation des femmes républicaines, a rassuré notre invité. Pour lui, ce sont des structures décentralisées. En ce qui concerne l'actualité politique nationale, il a dit que la lettre adressée au président Emmanuel Macron est un non-événement car la procédure, les procédés sont biaisés. Pour lui, être opposant n'est pas celui qui dit non à tout et qui peint en noir tout ce qui est fait par le régime en place. Le Bénin n'est pas un département, une province ou encore une ville de la France et donc on ne saurait se plaindre de l'état de la démocratie béninoise auprès du président français selon notre invité. Pour lui, la démocratie se porte mieux, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire fonctionnent convenablement et donc il n'y a pas péril en la demeure. En ce qui concerne la volonté du professeur Joël Aïvo de vouloir débattre avec le président Patrice Talon sur sa gouvernance, pour Lucide Kodjo, Joël Aïvo est dans son rôle car il aspire à diriger le pays et donc c'est logique qu'il affiche une désapprobation de la gouvernance de l'actuel régime.
Pour notre invité d'avril 2016 à ce jour, des actions titanesques ont été menées car il y a eu de changements de pragmatisme, de changement de paradigme et que nous avons observé un retour à la norme. Il a parlé en ce qui concerne sa circonscription électorale de la réhabilitation de la route d'Assa-Bantais jusqu'à Djougou. À Bantais, il nous a informé que des bas-fonds sont en cours d'aménagement pour la production du riz. Ce n'est pas sous talent que le pays fiscal a laissé entendre notre invité. Il a mis un coin de voile sur le fait que la BERM qui en charge l'électrification rurale a apporté la lumière dans la 9e circonscription électorale et dans la 10e circonscription électorale, notamment dans les villages et les hameaux de ces circonscriptions électorales. Il a informé que le système d'adduction d'eau a été entièrement revu pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations des communes de la 9e circonscription électorale et de la 10e circonscription électorale. L'asphaltage a connu également des exploits dans les communes de Dassazoumé et de Savalou. Il a parlé de la reconstruction du marché de Glazoué et de celui de Djougou. Pour lui, la présidentielle, il souhaite que la présidentielle de 2021 se déroule dans la paix, la quiétude, la transparence. Il a également noté que sous Patrice Talon, il n'y a pas d'éléphant blanc, il n'y a aucun chantier qui a été ouvert et qui a connu un arrêt pour faute ou manque de financement. Il a exposé le bien fondé du parrainage qui vient bannir les candidatures hasardeuses. Il a révélé que les gens se présentent pour enrichir leur CV, ils se présentent à la présidentielle juste pour enrichir leur curriculum vitae. Constitutionnellement, selon Lucide Kodjo, Patrice Talon peut être candidat et il doit se présenter pour adhérer, pour achever les chantiers ouverts. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Complètement fidèle. Merci à vous, Lucide Kodjo. Je rappelle que vous êtes administrateur des réseaux informatiques et télécoms, membre fondateur du parti politique Bloc républicain, leader de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Dassazoumé, Savalou et Bantais. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À demain lundi pour Fruit Matin. Portez-vous bien. Excellente journée dominicale.